ici que je bouge, qui est donc le cadre de cette boucle, et la petite flèche ici, qui est le départ. On peut faire partir la boucle à n'importe quel endroit, à l'intérieur du truc, on n'est pas forcé de débuter à la flèche de sauce. Alors ça a l'air un peu sot comme ça, mais on y verra un vrai intérêt quand il s'agira d'allier plusieurs samples entre eux. Alors par contre, ensuite, j'ai sélectionné d'autres samples qui sont un peu plus intéressants. Il y a celui-là en premier. Vous voyez, c'est un sample assez court, mais en fait c'est 3 samples qui se suivent dans le morceau normalement, mais comme ça isolé on peut retravailler. Donc. Vous voyez, si on les enchaîne comme ça, la suite y passe bien, pour autant on peut les laisser boucler comme ça. Donc bon, ça à la limite c'est pour l'isolation d'une boucle. C'est effectivement, une fois que vous avez le morceau, donc comme en haut, hop, il faut que vous sélectionnez une boucle et que vous cliquez ici sur l'outil de boucle pour que ça le fasse, et après ça donc travailler sa hauteur et son départ. Maintenant, si on reprend là-dessus, on peut voir que ici, il y a beaucoup d'éléments qui nous intéressent, dans le coin en bas à gauche. Premièrement, il y a la transposition. Donc, la transposition, c'est ce petit truc qui se compte en ST. En fait, ST, c'est des semitons. Donc, si on fait plus 2 ST, la boucle sera augmentée d'un ton. Alors, c'est pas la bonne. Alors cet outil-là, il est pratique pour quand vous avez un sample comme une guitare ou un piano, etc., qui n'est pas dans la même tonalité que le reste du morceau. Avec ça, même si des fois c'est impossible, on peut rattraper les trucs et souvent ça nous permet de sauver, son morceau et son sample. Ensuite, il y a ici l'augmentation du volume. Donc là, on le voit clairement sur la représentation graphique, ça peut aussi nous faire saturer complètement le sample. Mais si vous avez un sample qui au tout début d'un morceau est aussi faible que ça, comme vous le voyez là, on peut l'augmenter de manière à le rendre plus dynamique et à ce que le traitement sonore se fasse un peu mieux. Ensuite, on a ici le tempo d'origine, qui est donc ici de 133. Et bah, on pourra changer ce tempo, mais là par contre il y a une petite subtilité qui est que on pourra augmenter le tempo, le diminuer c'est beaucoup plus rapide. On va faire un exemple. Alors on peut voir que à 184... Alors on peut voir que à 194, le morceau n'est pas altéré. Le son ne craque pas, ou etc. Après c'est une question de goût, on peut voir si on l'utilise comme ça ou pas, mais au moins le sample continue à bien réagir d'un point de vue purement de physique du son. Par contre, si on le baisse, ça va commencer à craquer. Là on voit vraiment que plus on diminue le tempo d'un morceau ou d'un échantillon, plus il y a de perte de son. Donc il vaut mieux choisir des samples lents à la base pour ensuite pouvoir en faire ce qu'on veut, plutôt que des samples trop rapides qui vous permettront pas d'être travaillés partout. Ensuite, pour faire simple, il y a aussi là dans Ableton Live des outils assez pratiques qui sont les diviser par 2 et x2, pour effectivement diviser le tempo de 2 de base ou le faire x2 de base. Alors à partir de là, vous avez effectivement la majorité des outils pour traiter un sample de base. Mais ensuite, il y a aussi des outils un peu plus rigolos. Par exemple, ici, je le découpe en une nouvelle piste MIDI. Alors à première vue, ça peut sembler déroutant parce qu'on n'a pas encore évoqué le MIDI et toutes ces histoires d'électronique, mais vous allez vite comprendre.
Donc je découpe par huitième de note, ça va m'aller, hop. Alors, maintenant qu'on a découpé notre sample en plusieurs tranches MIDI, donc qu'on voit ici dans la partie du bas, ici la touche blanche représente le Do de mon clavier, la touche noire ici mon Do dièse, et ainsi de suite. Ce qui fait que je peux rejouer les micro-parties du sample dans l'ordre que je veux. Là, si je les fais à la suite, on va voir que ça fait le sample d'une manière un peu tordue. Alors comme ça, on peut se dire que ça n'a pas d'intérêt bof, puisque ça découpe tout. Mais ça peut aussi nous permettre de faire des petits bouts qui n'ont rien à voir. Alors ça fait très découpé, mais si vous le retravaillez comme ça encore derrière, c'est un outil qui peut s'avérer intéressant dans une boîte à outils de musiciens et de compositeurs en règle générale. Alors, pour cette deuxième partie du tuto en tant que tel, cela c'est pour l'harmonisation des samples entre eux. Donc là, pour ça, j'ai pris un exemple d'un morceau que j'avais commencé à travailler, donc où la partie de base s'articule sur deux samples bien définis. Donc il y a celui-là, et celui-là. Que normalement je place deux fois le premier, une fois le dernier. En plus ça nous fait une structure en trois, j'aime bien les trucs un peu arythmiques. Seulement, cette partie, comme on peut le voir, elle est assez large, puisque on voit dedans qu'il y a quand même, comment dire, il y a une batterie, il y a une basse, et il y a quelques petits éléments parasites. Et c'est là qu'on va avoir l'importance de l'égalisation. Donc on reprend sur ce premier sample, qui est ici. Alors, on peut voir sur ce premier sample, donc, là, en bas à gauche de notre écran, on a un égalisateur. Donc ici, si on met tout normal, c'est pas vraiment de différence parce que je l'ai pas beaucoup trié. Il n'y a pas beaucoup d'aigus dans ce morceau-là. Et bah, on va baisser le MIDI, on va baisser les middle, et vous allez voir que ça fait de la place pour d'autres instruments. Il nous reste que la basse, un poil de grosse caisse, et une caisse claire très étouffée. Donc on peut maintenant la marier avec un autre sample. Comme on le voit, ce deuxième sample, lui, il est quasiment que sur de l'aigu, il est très simple. Donc là, les deux en tant que tels peuvent se marier assez facilement suite à ces traitements sonores. Alors après, on remarque aussi, quand je fais ça, que si je clique sur mon sample, j'atterris sur effectivement la partie qu'on a vue juste avant. Pour l'égalisation, on est sur la piste audio. On n'égalise pas un sample en tant que tel, on égalise une piste. Donc effectivement, c'est juste pour vous dire, c'est ici que ça se passe. Et ensuite, il y a les histoires de placement rythmique plus ou moins simultané. Et là, on en revient à l'intérieur de la boucle, à ce que je vous racontais tout à l'heure. Donc vous voyez cette petite flèche de départ, ici, eh bien si on la décale, forcément, là où elle pourrait se retrouver de base, on a un sample qui tout seul peut sonner, et qui a au final pas beaucoup de différence avec le sample qu'on travaillait juste avant, sauf que maintenant si on lance les deux samples en même temps, ça ne passe plus. Le décalage est franc. Donc il faut savoir aussi jouer avec ces départs rythmiques pour que tout soit bien simultané, ce qui est, je vous l'accorde, pas très évident. Là par exemple je suis reparti en retard, mais effectivement pour égaliser tout ça, c'est pas très facile. Alors après, là, ça marche entre deux samples comme ça marche aussi entre ce sample et le reste de votre morceau. Si votre sample comme ça est un peu large, avec une basse plus une batterie, plus quelques éléments encore un peu parasites, et bah, il faudra que vous travailliez votre égalisation soit de cette partie-là, soit du reste de votre morceau, pour pouvoir avoir un équilibre à l'oreille qui soit agréable. Et ça en va encore une fois de même pour le placement rythmique. Il faut toujours que votre sample démarre parfaitement sur le premier temps de sa boucle, quitte à ce que ce soit pas le premier temps par lequel vous ayez commencé à boucler. Alors là, je sais pas si je suis très clair, mais en gros, il faut faire super attention à cette petite flèche-là,
qui est en bas, et à la faire partir au bon endroit très précisément, sinon votre décalage va être flagrant pendant tout le morceau. Alors, en conclusion de tout ce tutoriel, ce que je peux vous dire de plus important sur le sample, c'est l'importance de la préparation de son morceau, de l'écoute des morceaux vraiment, et du plan qu'on a fait de sa composition pour effectivement déterminer le rôle qu'aura le sample dans le morceau, ce qui est vraiment le plus important en tant que tel. Mais la deuxième chose qu'il y a à retenir du sample et de l'utilisation et du travail du sample, c'est que c'est des outils qui sont très pratiques, mais qui tentent de plus en plus à mélanger le rôle de musicien, de compositeur et d'ingénieur du son. Donc on rentre dans une discipline toute particulière, qui peut vous faire travailler votre oreille et votre point de vue sur la musique, mais qui est encore dans un truc à part, dans le traitement du son vraiment mélangé à tout ça, qui est, à mon avis, mais alors là ça n'engage que moi, le chemin que vont prendre plus ou moins tous les autodidactes de la musique en solo, puisqu'il faut savoir faire un peu ingé son, un peu compositeur, un peu musicien, sans forcément avoir des capacités maximales partout, mais on sera obligé de se débrouiller là-dedans pour faire des morceaux tout seul, qui soient un tant soit peu potables. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée en général. Continuez de visiter composersamusique.fr. Et pour votre information, je fais des compositions solo avec des samples dedans, qui sont disponibles sous le nom de Fricadelle. Je laisserai le lien dans l'article. Et voilà.